Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver de nouveau Didier Stemmer, qui est thérapeute holistique et auteur du livre Message d'Hermès 2, de l'ombre à la lumière. Alors, je vais juste présenter le livre ici. Bienvenue, Didier. Merci d'être là aujourd'hui. Merci, bonjour Suzy, je suis ravi de te retrouver à nouveau pour cet échange que nous allons avoir. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, tu vois, j'essayais de ne pas trop parler avant l'entrevue parce que les sujets qu'on aborde ensemble, puis ce que j'aime, c'est que ça reflète mon cheminement. Et j'ai aimé ton livre. Tu me demandais, est-ce que tu as pris le temps, est-ce que tu as eu le temps de tout lire? Et puis, ce que je t'ai répondu, c'est il y a tellement de matière que c'est pas un livre que il m'arrive souvent avant une entrevue de prendre, ça me prend à peu près 2 heures. Je prends les grandes lignes, je vais vers les sujets qui attirent mon attention, mais j'aurais pu prendre beaucoup plus de temps avec ton livre, prendre chapitre par chapitre parce que tout me parlait dedans, mais pour les besoins de l'entrevue, puis parce que j'en ai plusieurs souvent à préparer, j'ai été plus dans ce qui attirait le plus mon attention. Alors là, toi, nous, on a fait une première entrevue. Alors, c'était Message d'Hermès 1 en décembre dernier. Si vous avez envie de voir notre première partie, vous êtes invité à y aller sur ma chaîne YouTube, Le Portail Zen. Alors, toi, dans ton tome 1, tu as abordé certains sujets, mais tu as repris certains de ces sujets-là par leur richesse, leur importance stratégique. Tu as voulu reparler dans ton tome 2, comme parler de l'ego, de la souffrance, des épreuves, des émotions, la sensibilité, l'anima, l'animus. Alors ça, moi, c'est certain que je voulais qu'on reparle ensemble de l'ego. Euh, pour moi, c'est comme une révélation depuis des mois parce que j'ai réalisé que bien qu'on se dit en cheminement spirituel, bien qu'on pense en savoir sur l'ego, euh, oh mon Dieu, c'est comme le haut d'un iceberg de parler de l'ego, je trouve. Alors c'est ça. Bon, là, j'arrête de parler un peu. Oui, Merci d'être là, Didier. merci. Mais oui, mais l'ego, comme tu le dis, a une importance stratégique parce qu'il est, pour ainsi dire, une bonne partie de notre part consciente et il est celui sur qui on peut espérer à un moment exercer une maîtrise plus grande. Parce que bien souvent, le souci, c'est que l'ego va avoir des traits caractéristiques, des manifestations bien concrètes. Il a différents visages, ils sont assez nombreux, c'est vrai, mais sortir de l'ego, sortir de cet état de conscience, de cet endormissement de la conscience, Un endormissement. parce que très souvent, on va trop camper les différentes facettes de l'ego, ces différents visages, au point d'oublier ce qu'on pourrait trouver derrière cette façade, ces apparences, ces masques, les masques de la persona, souvent on dit aussi les petits moi. Le personnage, oui. Et quand j'ai lu ce bout-là, ça me refait penser à une entrevue que j'ai vue avec l'auteure Sarah Seriévic qui fait des ateliers, qui est une actrice et qui fait des ateliers théâtrales, mais qui vont chercher justement le personnage. Alors, quand elle dit, quand on est dans la personnalité, le personnage, ben on n'est plus en relation. Fait qu'il y a comme ce masque-là, c'est des masques. Oui, c'est comme si on perdait le fil en fait de la conscience, pour ainsi dire. On a un peu, tu sais, trop la tête dans le guidon et le jeu spirituel de l'introspection nous demande de prendre du recul, de changer d'état de conscience, de changer le point de focalisation de la conscience. Parce que trop souvent, notre conscience va divaguer et pour ainsi dire, tu sais, je ne sais pas si on en avait parlé comme ça lors de la première émission, Je me nous ne rappelle. sommes pas une unité à nouveau fixe et stable, toujours la même, Suzy et Didier. En fait, on est parcouru par une multitude de différentes énergies et il y a différents petits moi qui vont se suivre les uns après les autres et essayer de prendre le pouvoir. Ils vont s'exprimer de manière assez anarchique, assez désorganisée et chacun aura des choses à exprimer. Et c'est là où déjà où il y a un peu
quelque chose à conscientiser, c'est que dans les identités, derrière le prénom, derrière chaque personne, il y a toute une multitude de petits moi qui sont souvent en fait des blessures de l'enfance et du passé aussi, hein, qui ont une histoire à raconter. Et c'est très intéressant, du coup, de les nommer, de guider les gens dans leur conscientisation de ces différentes caractéristiques, de ces différents mécanismes et de leur fonctionnement, de leur manifestation. Mmh. Ce que j'ai appris, c'est l'importance d'être l'observateur de nos pensées et puis qu'on est cet observateur-là plutôt que c'est ça que je trouve un peu, je suis en pas en montagne russe, comment je pourrais dire ça? Je me sens en haut et en bas constamment parce que, je suis dans ce rôle-là d'observateur. Des fois, je sens des crises de l'ego que je comprends pas parce que je me sens en paix, mais tout d'un coup, il y a comme ça parce que je pense que je travaille toujours à ne plus m'identifier à ces pensées-là, mais des fois, je repars. C'est comme une vague. Oui, tout Alors à ça, fait. je travaille ça là tellement, mais quand je suis dans cet observateur-là, c'est pas un être, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut, catégoriser cette énergie-là. Tu vois, c'est intense là, de faire ce travail-là Oui. parce Bah, que c'est ça, parce que c'est tellement facile de s'identifier à ce qu'il y a là, à cette pensée-là, cette personnalité-là. c'est un travail de chaque instant, en fait. Effectivement, au départ, ça peut être assez laborieux. Alors, pour commencer, en fait, on peut avoir des petits moi fonctionnels du quotidien qui sont plus faciles à reconnaître. Tu Mmh. vois, par exemple, le petit moi qui est en train de manger. C'est assez simple. Celui-ci, effectivement, de faire l'exercice qu'on est en train de manger quelque chose et de nous observer, de prendre du recul, de sortir de la sensation de la mastication, de tout ce que ça comporte pour nous observer. Il y a aussi peut-être le petit moi qui va conduire une voiture, un véhicule, par exemple. Ça, c'est plus facile. Après, il y a des petits moi qui sont plus difficiles à conscientiser parce qu'ils ont plus Ouais, de force, ouais, plus de puissance. c'est ça. Ça peut être effectivement le petit moi qui est peureux, le petit moi qui est colérique. Et là, littéralement, ça nous tombe dessus, hein. On a toujours un peu cette expression de dire c'est plus fort que moi et on est dans un état second. Là, c'est plus difficile parce qu'on est moins conscient, mais au fur et à mesure qu'on va s'exercer à les observer, à les repérer, on va les reconnaître quand même dans leur fonctionnement. À Oui, nouveau, par rapport à peut-être une teinte de la peau, un rythme cardiaque qui s'accélère, le souffle qui est plus court, ce genre de choses. Il y a trois petits mois qu'on peut aussi aisément reconnaître. En fait, tu sais, il y a toujours différents tempéraments chez les personnes. Jung parlait des fonctions psychologiques, des gens qui sont plus dans le mental, des gens qui sont plus dans l'émotion ou dans la sensation. Et là, on retrouve le triptyque corps, âme et esprit. Donc simplement, tu as des personnes qui vont être beaucoup plus dans l'action, dans le mouvement physique, mécanique, spontané, d'autres vont être plus dans l'émotion et d'autres vont plus être dans la cogitation, la réflexion. Donc, pareillement, tu vois, quand quelqu'un va par exemple manger, il va simplement pas se poser la question, il va manger et après, il va se dire ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais il n'y aura pas cette phase, voilà, où on va incuber la chose. Une personne qui est plus dans l'émotionnel va se dire ah, est-ce que j'aimerais bien manger ça? Est-ce que ça me ferait plaisir? Est-ce que j'en ai envie? J'en ai pas envie. Donc il y a d'abord cette phase émotionnelle qui va venir avant l'acte, tu comprends? Et ouais. puis après, ben, c'est un peu, tu sais, le fameux proverbe de réfléchir avant d'agir. Eh bien, il y a une personne qui va être plus dans le mental, qui va être plus dans la cogitation, à philosopher. Elle va dire ben, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cet aliment? Qu'est-ce que c'est ce produit? Alors, elle va prendre l'emballage, par exemple, elle va regarder la composition, elle va regarder si c'est bon pour la santé, ce genre de choses. Tu vois, donc c'est effectivement déjà trois prismes assez différents et déjà comprendre qu'on n'est pas tous la même manière de faire et d'agir, mais c'est déjà savoir où on se situe. Et tu vois, Mmh. simplement pour revenir sur les gens qui sont plus physiques, eh ben, ça va donner souvent des hommes, par exemple, qui sont dans l'action, qui vont souvent être faire du sport, bricoler, être vraiment dans l'agir, dans le faire. D'autres vont, et des hommes ou des femmes évidemment, vont plus être à intellectualiser, mais là aussi, à nouveau, c'est déjà aussi une première manière de pouvoir les conscientiser. Mmh. Mmh. Là, j'ai 2 choses qui me viennent en tête. Moi, je sais que c'est beaucoup l'émotionnel pour moi, mais avant qu'on parle de ça,
La première entrevue, tu m'as parlé du défi de la femme. Alors là, on voulait rectifier le tir parce on n'a pas Merci. vraiment pensé d'aller vers le défi de l'homme, bien que, tu vois, pour éviter, c'était pas un jugement envers les Non. femmes, c'était parce on a passé à autre chose dans notre entrevue. Donc, on va rectifier le tir. Le défi de l'homme, c'est quoi? Merci beaucoup, Suzy. Oui, c'est vrai que pour que l'harmonie soit respectée, et c'est vrai qu'on avait dit beaucoup de choses différentes et intéressantes et passionnantes, merci. Mm. Et donc, on avait évoqué la nature de l'ombre qui peut s'exercer par le biais de l'inconscient respectif chez OK. l'homme et chez la femme. Mais on a surtout parlé de la femme, on n'a pas parlé de l'homme. Alors, à nouveau, en plus, juste le fait de parler de l'ombre de la femme, ça a pu être un peu mal interprété. Ouais. C'était pas évidemment C'était pas comment dire, des voulu. jugements ou quelque chose de discriminant, mais simplement de dire, et je rebondissais sur ce que tu me disais, tu sais, quand tu avais observé que souvent les femmes avaient l'habitude de beaucoup échanger, de beaucoup parler, quitte à des fois un peu casser du sucre sur le dos d'autres femmes, Oui, souvent, ou d'autres personnes, oui. parce que la femme a souvent besoin de dialogue, de communiquer, mais Mm. quand cet inconscient est pas assez bien disposé, il peut tourner à la critique intempestive, et j'avais parlé du mythe de la mégère. Et c'est vrai que je peux comprendre que ça a été mal accueilli. Donc, je Mm. vais me tourner vers l'homme. Et à nouveau, l'ombre est autant chez l'homme que chez la femme. Il n'y a pas une question de genre là-bas derrière, évidemment. Et l'ombre qui s'exerce sur l'homme, eh bien, ce sont les humeurs et la libido. Et on pourrait, quand on parle de la libido, qualifier de l'ombre de l'homme, du mythe de l'obsédé. Alors voilà, là aussi, hein, je ne suis pas plus tendre avec les hommes, évidemment, mais quand un homme, il va subir des débordements inconscients de l'anima, ça va être une obsession évidemment pour les choses sensuelles. Et donc en fait, quand l'homme pense trop à ça, il est dans une obsession en rapport à l'éros, sous la ceinture, et c'est un peu un trait caractéristique chez l'homme. Donc c'est très intéressant parce que OK. quand on observe un homme qui est comme ça, qui est toujours à trop penser pas ça, ou alors qui subit, qui est de mauvaise humeur et qui le fait subir à autrui, c'est un signe de manque d'évolution spirituelle. Pareillement chez la femme, quand elle est toujours et encore à critiquer excessivement, à tirer à boulet rouge sur tout ce qui passe à sa portée. Voilà. Et je referme la parenthèse. Je te remercie pour cette occasion d'équilibrer et aussi de parler de l'ombre qui peut accabler l'homme, bien sûr. C'est ça. Alors là, ben, je vais retourner à notre sujet sur l'ego parce que tu vois, bon, là, tu parles de s'observer quand on mange, de s'observer. Je trouve que c'est bien un peu aussi de vivre dans le moment présent. Je vais juste enlever ma petite Rosie de là parce qu'elle est très tannante. Je vais reprendre ma question. Donc, euh, mais moi, quand on parle de ça, c'est vraiment bon parce que moi, émotionnellement, si je suis toujours dans ça, j'ai remarqué ça, quand mon cerveau part vers l'identification de mes pensées, c'est dans je suis pas assez. Je suis pas assez performante. J'en fais trop, ou c'est toujours la remise en question de qui je suis, comment je suis. Comme Oui. si j'étais jamais assez, tu vois? Mais ça reste que c'est encore de l'ego. Euh, il y a une autre Des manière blessures, là. aussi de reconnaître la nature de la pensée qui nous traverse, au-delà des Ouais. petits moi, des différents visages de l'ego. C'est est-ce que l'impression qui est donnée, la pensée, est empreinte de bienveillance ou à nouveau de Mmh. critique excessive, de remise en question de ta valeur personnelle en tant que Ouais. femme, tu vois. Et c'est intéressant parce que là aussi, c'est des choses qui vont beaucoup parler probablement, de le citer comme ça, chez les hommes comme chez les femmes, mais peut-être plus encore chez les femmes, tu sais, c'est que, euh, à nouveau, très souvent, on va parler des bourreaux, des manipulateurs, des imposteurs à l'extérieur, mais il faut savoir qu'il y en a aussi à l'intérieur. Oui, oui, C'est oui. ainsi qu'on se retrouve contaminé par les traumatismes de la vie. C'est parce que ça va amorcer, ça va donner le pouvoir à des petits tyrans à l'intérieur. Et les petits tyrans qu'il peut y avoir, par exemple, chez la femme comme chez l'homme, hein, mais c'est par exemple ces injonctions. Tu vois, à nouveau, il faut, tu dois. Quand Oui, tu as oui, une oui, voix qui c'est te dit ça. tu dois, eh bien, Ouais. je le dis clairement, ce n'est pas toi. C'est l'ombre qui essaie de t'influencer, te faire croire que c'est Mmh. toi, et Ouais. alors à te rabaisser, alors à nouveau, hein, que tu vaux rien, que tu ne travailles pas assez, que tu pourrais mieux faire, etc., etc. Des choses qui sont vraiment pas gentilles sur le fond. Eh bien, à nouveau, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et avoir des pensées dites négatives, c'est déjà connaître le portrait robot
de nos bourreaux intérieurs, pour ainsi dire. Et très souvent, quand on va faire une séance en individuel avec une personne, je lui demande les pensées négatives qui lui arrivent régulièrement, et ça va nous permettre d'avoir à nouveau déjà du grain à moudre pour faire des libérations, parce que la plupart des pensées négatives viennent des programmes inconscients, des mémoires inconscientes qui ont été générées par les souffrances et les traumatismes. Ouais. Parfois même, dans des vies antérieures, hein? Oui, oui, alors là, bien sûr, les vies antérieures, les mémoires transgénérationnelles, et pour y Mmh. revenir, ces pensées négatives, on s'aperçoit que très souvent, on les entendait de nos parents quand on était enfant. Mmh mh. Mmh. Parce que c'est une petite voix qui continue à être pérennisée de manière contre-productive et préjudiciable. Et c'est ça qui commence, c'est là que commence l'introspection, la compréhension de soi au niveau plus profond. Tu vois, on peut prendre plein d'exemples. Par exemple, si durant l'enfance, on a eu des parents qui ont été assez sévères et rigides, et bien, tu sais, très souvent, soit on fait exactement comme les parents, soit on fait exactement l'opposé. Et donc, soit on va être très très, comment dire, dans le lâcher prise, on va pas être préoccupé par grand chose, vraiment, on va vivre au jour le jour parce qu'on déteste la discipline et la contrainte, ou alors on va hériter de la même rigidité, à savoir qu'on va être très angoissé dès qu'il y a un imprévu, etc. Et donc, en fait, c'est un exemple parmi d'autres. On peut aussi, par exemple, dire si on a des parents qui sont aussi très maniaques, par exemple, sur le rangement, soit on va devenir un gros bordélique, soit on va aussi continuer à hériter de ça. Et donc Ouais. là, c'est intéressant parce qu'en fait, ces petits moi, ils s'expriment ainsi, hein. On peut avoir un petit moi qui est rigoureux, un petit roi maniaque, un petit moi qui a peur de l'imprévu et un autre qui se réjouit de ne pas avoir de contraintes. Mais C'est drôle savoir pa conscientiser comment ça s'organise à l'intérieur de nous, c'est déjà très riche. Ouais. C'est drôle parce que tu as fait un petit, ta langue a dit un petit roi. Un peu, pardon? Pendant que tu disais les petits mois, c'est drôle parce que ta langue a fourché puis tu as dit un petit roi. Ben oui, c'est aussi de nouveau les petits rois, effectivement, des petits moi, et donc c'est un lapsus inconscient. Merci de l'avoir relevé. C'est très drôle. Mais c'est ça. Alors là, moi, quand j'observe ça, au lieu d'entrer dans ce sentiment-là d'infériorité, de culpabilité, d'énergie qui me tire vers le bas parce que ça prend carrément mon énergie, Bien sûr. ben là, j'observe ça et ce que je vois, c'est que je finis par me dire: mais non, ce n'est pas moi, ce n'est je n'ai pas à penser ça, je n'ai pas à vivre ça, j'ai juste à observer que c'est là et me parler pour justement voir que c'est pas souvent pas la réalité. C'est pas vrai que je suis pas à la hauteur, c'est pas vrai que j'ai pas fait le Mmh. meilleur, c'est pas vrai, Exactement, tu vois? Mais exactement. c'est ça, cette force de l'ego-là, c'est de ne pas s'identifier C'est à ce très important. personnage-là qui manque de Mmh. confiance, qui est ci, qui est ça, tu vois? Mmh. C'est très important ce que tu dis là, d'avoir la force de caractère, le courage de remettre en question cette petite voix qui nous dise des mauvaises choses sur nous. C'est ça. Et qui sont très souvent fausses, évidemment, même toujours fausses. Oui, Et voilà. en fait, il est possible, hein, je crois qu'on en avait parlé la première fois, de rentrer en dialogue avec elles. Parce que Mmh. à nouveau, chaque petit moi qui est en souffrance a une histoire à raconter. Un Ouais, petit moi en colère peut-être venir de l'enfance où on n'a ouais. pas été entendu, respecté, où très souvent on nous imposait les choses, par exemple. Mmh. Mais c'est Mmh. très intéressant de discuter avec l'émotion, hein. À nouveau, je le répète, hein, Carl Gustav Jung parlait du dialogue intérieur, et on peut parler avec les petits moi, les uns après les autres, ainsi, pour Ouais, se faire, et j'aime bien toujours utiliser cette expression qui est de mon cru, l'avocat de notre âme. Parce qu'à ouais, partir du moment où on va commencer à résister, à partir du moment où on va commencer à résister au courant négatif qui essaie de nous avoir de l'emprise et de nous saboter, on va pouvoir arrêter de nourrir ça aveuglément. Parce que très souvent, le problème, c'est, et je l'avais dit aussi dans la première émission, mais c'est tellement important, on donne du crédit et on croit aveuglément tout ce qui nous passe par la tête. Et, exact. et, et ça, c'est très important parce que savoir douter des mauvaises choses qui nous passent par la tête, c'est déjà ça reprendre le pouvoir. Parce que comme tu le disais, ces pensées négatives ne sont pas dignes de nous. En Mmh. termes de souveraineté, de respect de nous-mêmes, c'est très injuste, c'est vraiment un manque d'amour crucial. Donc il faut vraiment faire en sorte de ne plus tomber dans ce piège, de continuellement les alimenter, parce que ça nous coûte énormément. Ça nous coûte énormément énergétiquement aussi et c'est ça. Hem, j'ai aimé une phrase que tu disais: «Il en va de réagir avec la face de son âme plutôt qu'avec la face de son ego».
J'ai C'est aimé cette exactement cette phrase-là. illustration-là, hein, c'est un passage de la Bible, hein, quand on parle de tendre l'autre joue, en fait, hein, c'est OK. parce que très souvent, il y a des passages de la Bible qui sont vraiment mal compris, interprétés au pied de la lettre et j'en évoque quelques-uns dans le tome 2 parce que c'est typique, tu sais, du manque de compréhension Mmh. de la vie, de la spiritualité en général, qu'on parle de textes sacrés ou tout simplement d'événements anodins du quotidien. Trop souvent, on va placer notre conscience au mauvais endroit. Et Mmh. souvent, il importe de parvenir à trouver une autre perspective, une autre profondeur. Donc, naturellement, réagir avec la face de son âme, ben, c'est aussi déjà ne plus nourrir l'ego aveuglément. Et puis très souvent, tout le monde a vécu ça, hein. Quelqu'un va nous blesser parce qu'il est dans l'ego et notre ego va réagir. Et là, Ouais, souvent, on peut se poser la question, quelle est la bonne attitude? Parce que ouais, rester dans l'âme, ça veut dire ne vraiment pas réagir, quitte à ne rien dire. Mais ça, est-ce que c'est vraiment idéal? Parce que ne rien dire, à aucun moment on va essayer d'apporter un soutien à l'autre qui est aussi en souffrance et dans l'ego. Donc il y a un juste milieu, savoir faire la remarque avec vraiment rondeur et diplomatie. Je pense que ça peut être un bon compromis plutôt que absolument rien dire. Donc c'est intéressant de dire qu'est-ce que tendre l'autre joue, à savoir qu'est-ce qui je est être sais. dans l'âme ou dans l'ego. Ouais, ouais. Et puis, ben là, je vais poursuivre sur cet élan-là parce que tu reprends une phrase de l'Évangile de Saint Matthieu et moi, j'ai repris cette phrase-là, je pense, l'année passée. En tout cas, c'était suite à une entrevue. Donc, tu dis, heureux les pauvres, ben, tu écris, bon, tu reprends cette phrase-là, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mhm. Et moi, je le savais parce que je pense que j'avais entendu Eckhart Tolle le dire. Ça ne veut pas dire d'être que plus on est intelligent, plus on est malheureux. Ça ne veut pas seulement dire être humble, mais aussi aussi vider dans son esprit. Oui. Et C'est un ça, grand, c'est une, je l'ai repris en parlant avec, une personne qui me parlait de quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances spirituelles, puis elle était bien impressionnée de ça, alors que moi, l'interaction que j'ai eue avec cette personne-là, c'était tout de suite, «Tu ne devrais pas être nerveuse», parce que j'étais nerveuse pour faire l'entrevue, parce que c'était ma première de la saison. Elle me dit tout de suite: «Tu ne devrais pas être comme ça et viens me voir, en privé, puis je vais arranger ça». Et ça, c'était pour moi une image très, très présente de l'ego et pourtant cette personne-là est suivie par des tonnes et des tonnes de gens, ouais, tout à fait. Et tu tu sais, vois? on pourrait qualifier cela de jugement. Tu ne dois pas, il faut. Ouais, ouais, Voilà, donc et c'est assez révélateur, tu sais, on peut avoir des personnes qui prétendent avoir, beaucoup de connaissances spirituelles, mais dans leur comportement, on va déceler certaines manifestations égotiques et à nouveau, il faut savoir distinguer les paroles et les actes. Tu sais, je prends toujours cet exemple, quand je croise et j'échange avec les gens, de dire: «Écoute, si je vous raconte que je suis un grand méditant zen, un grand sage et que vous me voyez m'énerver après quelqu'un au bout de 5 minutes et l'insulter sous vos yeux, posez-vous des questions parce que mes paroles vont diverger de mes actes». c'est Donc ça. effectivement, c'est important de toujours, observer les faits et gestes et ça aussi, tu sais, dans les cadres de relations un peu toxiques, un peu difficiles et malsaines, c'est toujours en observant les actes d'une personne, à nouveau, je me répète, on reconnaît un arbre à ses fruits, qu'on va pouvoir comprendre si la personne est vraiment bienveillante ou si elle nous joue toute une comédie, qu'il y a beaucoup de manipulation et de mensonges. Exactement, exactement. Et puis, je t'avais envoyé mes questions hier, puis là, j'ai rajouté une phrase parce que j'écoutais Eckhart Tolle ce matin, puis je dis: «Ah, c'est exactement ça». Oui, Eckhart Tolle s'était fait poser la question: «Comment on sait qu'on a eu un avancement sur notre chemin spirituel?» Et ce qu'il a répondu, c'est que c'est le degré de l'absence des pensées. oui, C'est tout à comme fait, ça. Tu sais que tout à donc fait. le moins de pensées qui roulent, le plus d'avancement spirituel. Alors, excuse-moi, j'ai pas forcément suffisamment répondu à mon goût par rapport à heureux les simples d'esprit, mais ça revient évidemment aussi encore à ce sujet-là. Ouais, Quand on pense, quand on émet une pensée, quand on émet une parole ou quand on agit et qu'on bouge dans la matière, la tradition nous dit qu'on fait de l'ombre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se disperse, c'est une énergie d'émission.
qu'on agit sur le plan de la pensée, sur le plan de la parole, sur le plan de l'action. Et donc, en fait, cette dispersion, ça exerce comme une forme de fragmentation psychique, c'est-à-dire qu'on s'éparpille. Nos énergies s'éparpillent au quotidien. Alors, je ne vais pas dire qu'on les dilapide forcément, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, dans notre société moderne et contemporaine, on est toujours en train de courir partout comme un poulet sans tête. On est toujours en train de s'époumoner à remplir nos contraintes, nos obligations, à les honorer. Mais malheureusement, à aucun moment, trop souvent, on prend le temps de véritablement honorer l'intérieur. Et donc, le Mmh. heureux et le simple d'esprit, c'est simplement quand on Ouais. arrive à rester dans l'unicité de l'esprit, c'est-à-dire à ne plus penser. C'est évidemment aussi l'héritage d'Eckhart Tolle, et c'est évidemment aussi les raisons pour lesquelles on rabâche toujours et encore les bienfaits de la méditation. C'est aussi la philosophie zen. Et dans la philosophie zen, on nous apprend, et c'est ça en fait le fameux, tu sais, nirvana, le samadhi. Alors, le nirvana, c'est les hindous, pardon, hein. Le samadhi, c'est chez les zen, mais c'est en fait cette espèce de unicité de l'esprit qui est devenu lumineux, qui est devenu beaucoup plus souverain, serein. Et c'est très intéressant parce que cette réalité de l'esprit qui est souverain et serein, on avait parlé aussi de silencieux et immobile, bah, c'est la nature du Purusha, de l'esprit chez les hindous. Donc c'est de la part divine. Donc finalement, faire silence en nous, ne plus penser, ne plus bouger, méditer, savoir ne plus penser dans la vacuité du zen, bah, c'est se rapprocher de Dieu littéralement. Et c'est ça qui Mmh. est très beau. Hem, je vais juste ajouter par rapport à la méditation parce que, j'étais quelqu'un qui s'arrêtait tous les matins, faisait son 20 minutes, 30 minutes de méditation. Puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'avec le cheminement puis, revenir au moment présent, je réalise qu'en fait, ma méditation, je le fais toute la journée Oui, parce parce que que c'est l'état d'être. j'arrête le fil constant. Oui. Tu sais, le grand mal de notre ère, à mon sens, moderne, postmoderne, c'est de faire une chose et de penser à une autre. Mmh. Ça, c'est typique d'une dispersion, c'est typique d'une fragmentation psychique. Alors là aussi, le thème de la fragmentation psychique, il est essentiel puisque très souvent on parle de dissociation en psychologie, en énergétique, c'est-à-dire à nouveau une énergie qui va être dilapidée et éparpillée autour de nous. Et naturellement, savoir faire ce travail de refocaliser la conscience sur nous, c'est ce qu'on appelle se centrer, c'est ce qu'on appelle aussi évidemment méditer, revenir à soi dans le ici et maintenant et à chaque instant. Eh bien oui, c'est un état d'être. Et souvent, tu sais, j'ai pour habitude de dire que les personnes qui sont qualifiées de spirituelles, pour ne même pas dire les maîtres spirituels, que ce soit un yogi, que ça soit un zen, que ça soit un prêtre ou ce que tu veux, quelle que soit sa sensibilité, eh bien, les personnes qui sont vraiment spirituelles, elles font pas les petits, elles font des petites choses dans la simplicité de leur présence. Et par exemple, un chaman qui va préparer sa hallucination, il n'est pas en train de penser à la liste des courses, il n'est pas en train de se dire ah là là, faut pas que j'oublie ça, il n'est pas en train de crouler sous sa charge mentale. C'est aussi typiquement de notre problématique occidentale. Non, chaque geste, il va le faire avec la présence de son âme, de sa conscience, et donc chaque geste sera aligné et pour ainsi dire chargé de manière positive au niveau de la magie, au niveau magique. Mmh. C'est-à-dire que quand on va à poser des actes qui sont alignés, où on n'est pas à l'esprit et le mental qui est omnibulé par autre chose, eh bien on est beaucoup plus efficace au quotidien. Et c'est pour ça que j'avais aussi parlé dans le tome 1 du fameux Wu Wei dans le Tao qui parle du non-agir. Parce que Mmh. nous, Européens et Occidentaux, on est omnibulés par le faire, l'agir, la L'action. rentabilité, la Mmh. Mmh. productivité. Eh bien, si on veut optimiser la productivité et le faire, il faut se concentrer sur le non-faire. Tu vois, là, quand tu dis ça, je repense à une étude que, j'ai vue récemment. C'est qu'on est dans un monde de très d'action qui est, chargé c'est le côté homme qui est, chargé de l'hormone, la dopamine, Mhm. alors qu'on manque d'oxytocine et l'oxytocine, c'est la relation, c'est le ralentir, c'est l'intuition, c'est tu vois? Fait qu'on est quand on revient à soi, c'est un peu ça, c'est revenir vers des besoins même très physiques.
Oui, et puis c'est un état qui va épuiser l'âme, à force de ne Ouais. pas la nourrir, tu sais? Mmh. J'aime beaucoup en ce moment évoquer évidemment cette expression très parlante de nourrir l'âme. Évidemment que c'est important de manger sainement, mais Mmh. à quel moment on se préoccupe de nos pensées psychiques, de Ouais. qu'est-ce qu'on va donner à manger littéralement à notre âme, Ouais. c'est-à-dire l'épanouir. Et très souvent quand on Mmh. Mmh. continue à courir dans notre petit roue comme un hamster enfermé, eh bien, à un Ouais. moment donné, on va connaître la dépression, le burn-out, parce que Ouais. là, à un moment donné, on en aura assez qu'on l'on fasse les mauvais choix sacrificiels terrestres, à Tellement. toujours se dire qu'il m'en faut plus pour être en sécurité et à ne Mmh. pas faire des choses qui sont qualifiées d'improductives par la société. Mmh. Puis ce qui m'est venu aussi pendant que tu me parlais, c'est, il y a des personnes qui vont faire leur petite je l'ai entendu ça, j'ai même entendu, la personne a fait sa méditation puis elle me dit: «Ah, je suis tellement bien dans mes méditations, puis dès que j'arrive dans ma journée, ben, je suis toujours en crise, je suis toujours fâchée». Mais Ouais, après, c'est elle a comme aussi, de c'est c'est un peu un les obligations terrestres, oui, tu mais sais, mais quand on est salarié, quand on a des choses qui c'est nous enchantent pas parce qu'on a un patron qui est pas très sympa avec nous, quand on a une belle ouais, famille qui est pas très gentille non plus, ou que ouais, sais-je. Et savoir, tu sais, rester toujours de la même humeur, hein, tu sais, on parle souvent d'être équanime, c'est-à-dire quoi qu'il arrive à l'extérieur de moi, je resterai serein. Et c'est ça, mmh, évidemment, l'art zen. Tu sais, quand on observe un maître zen, bah, il est toujours de la même humeur. Il n'y a plus ouais, aucune chose de l'extérieur qui arrive à le perturber. Eh bien, c'est ça, être proche de Dieu, j'ai envie de dire, de certaine manière. C'est d'arriver à ne plus, finalement, voir des événements extérieurs nous pourrir et nous gâcher la journée. Alors, ouais, ça peut être le mauvais temps, comme ça peut être le patron qui nous fait une mauvaise remarque. Et là aussi, bah, c'est très typique de l'ego. Quand on va être blessé par quelque chose, c'est l'ego qui réagit. Tu vois, ouais, pareillement, typiquement, si tu croises quelqu'un on en avait aussi parlé, je crois, peut-être déjà, qui te dit des mauvaises choses sur toi, mais tu connais vraiment ta valeur personnelle. Tu as vraiment de l'amour pour toi, vertueusement, eh bien, tu ne le croiras pas une seule seconde. Par mmh contre, si tu doutes de toi, par contre, si tu as encore pas mal de choses à travailler sur l'estime de toi, la valorisation personnelle, eh ben, ce petit bourreau dont je te parlais tout à l'heure, ce petit imposteur typique de l'inconscient du mental, va commencer à dire: ah oui, effectivement, tu fais pas les choses assez bien, et puis tu pourrais, et tu vois, il va continuer mh. à raconter cette petite histoire qui nous fait du tort et du mal. Ouais. Mais moi, tu vois, on parle de ce sujet-là, puis dans moi, ce que je ressens, c'est que notre monde, il est en évolution, mais c'est lent, puis tout ça, c'est parce qu'il y a de l'ego derrière. Tout ça, c'est parce que l'ego est pas encore assez compris, il y a pas encore assez de travail, il y a pas encore assez de cheminement, il y a encore, tu vois? Il y C'est a une manière c'est aussi c'est comme la intéressante base. pour démasquer l'ego. Ouais. Tu sais, c'est quoi ces traits caractéristiques de l'ego? Très souvent, il recherche le pouvoir. Mmh Il mh. veut être aimé et admiré. Il est narcissique. Mmh. Il veut contrôler. Et dans son aspiration au contrôle, il va avoir tendance évidemment à, comment dire? À avoir à y redire et à vouloir refaire le film de notre journée, de notre vie. Il y aura quelque chose qui va l'indisposer et il va juger nécessaire de le changer. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça apparaît comme un déni de réalité. Tu Mmh. vois? Et je dis toujours qu'accepter la réalité de ce qui nous arrive et surtout les choses fâcheuses et douloureuses, il y a toute la sagesse du monde dedans. Mmh. Alors évidemment, je parle pas, je dis pas qu'il ne faut pas agir pour améliorer les situations, Non, attention. non, Mais non, je non. dis juste que très souvent, et la chose la plus souffrante de notre vie en général, on va un peu la refuser, on va un peu la mettre dans un coin de notre tête, on va dire: «Elle n'existe pas, j'y crois pas» ou «J'ai pas envie d'y croire» ou «J'y pense pas, et je préfère pas y penser». Et donc cet inconfort, c'est de la matière psychique spirituelle. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où on est en paix avec une situation, même si elle s'est pas arrangée, bah, c'est qu'on a réussi à guérir de cette blessure. Mmh. De toute façon, moi, je crois vraiment que tu bloques des énergies quand tu es dans cette prise de l'ego. Tu bloques certaines énergies de synchronicité qui roulent mal dans ta vie. Même Eckhart Tolle, il disait, tu sais, quelqu'un qui est rempli de problèmes, tu sais qu'il est rempli d'ego. Oui, Parce qu'il
ça bloque au niveau ça, c'est un aspect de l'ego, l'énergétique, le parasitage, toutes ces choses-là, c'est un aspect que j'avais pas compris avant comme je le comprends ou je le sens maintenant. L'énergie de l'ego aussi, comme on disait, pour mieux la reconnaître, elle s'identifie. C'est pour ça que se d'identifier des choses, c'est très sain, c'est très bien, parce que elle a toujours besoin de s'accaparer les choses, qu'on revienne à nous, le sujet, moi. Les gens qui utilisent beaucoup le possessif, hein, à nouveau, ma maison, ma voiture, mon argent, moi. Les gens qui sont Ouais. égocentrés. Et à nouveau, Oui. on en avait parlé, on se répète un peu, désolé, où ces gens-là, en fait, à aucun moment, ils te donnent l'attention, une écoute attentive et bienveillante. Mmh. Donc c'est intéressant parce que l'ego, il va fonctionner de différentes manières et il y en a une autre manière de le reconnaître, tu sais, eh ben, c'est une énergie qui est très rigide et sclérosante. Mmh C'est-à-dire mh. qu'il va vouloir, dans l'aspiration contrôle, il va vouloir figer les choses en sa faveur. Et là, en fait, c'est pure folie parce que le bouddhisme nous enseigne que l'univers est impermanence. Donc en fait, être dans le contrôle, Mmh. c'est nager à contre-courant de la vie. C'est vouloir en fin de compte Ouais, outrepasser notre rôle. Tu vois, quand je te disais, ben, à nouveau, on est acteur de notre vie, mais on veut devenir metteur en scène, on veut devenir scénariste, on veut devenir réalisateur, producteur et tout faire. Ben non, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'agir au mieux de ce qu'on peut faire. ouais, exact, exact. Des fois, je me dis que je comprends mieux la phrase, «Mon Dieu, que ta volonté soit faite». Oui, Tu tout à vois? fait. Parce que Parce là que aussi, c'est c'est très le intéressant que contrôle. tu le situes, je te remercie. Hem, la volonté, heu, Mmh. au niveau personnel, au niveau de l'ego et humain, beh, c'est très parlant. «Je veux». Tu vois? Le «je veux», c'est très égotique C'est et ça. dans le premier tome, il me semble, je dis que l'ego veut alors que l'âme souhaite. C'est pas pareil et donc quand on dit: «Seigneur, que ta volonté soit faite», c'est qu'à un moment donné, en fait, notre volonté égotique, on a eu l'humilité, parce que c'est important à nouveau, pour que chaque chose soit à sa place, de la faire passer au second plan. Ça veut dire qu'à un Mmh. moment donné, on accepte, on a l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas tout compris, qu'on ne savait pas tout et qu'à un moment donné, on est aussi humain, on est imparfait et on ignore beaucoup de choses. Donc Mmh. admettre cette position-là de dire qu'on ignore Ouais, beaucoup de choses, qu'on est imparfait, profondément humain et imparfait, eh ben, c'est important parce que ça permet de remettre chaque chose à sa place et de dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Ça veut dire que la volonté du petit moi, on est déjà en train de l'effacer dans notre discours et dans notre cœur, et c'est ça. ça, c'est très vertueux. C'est ça, exactement. Je vois le temps passer. On avait dit 30 minutes, hein? On n'y arrive pas, hein? Il est 37. Mais écoute, je veux quand même finir peut-être avec ça. On a parlé, tu parles du secret de la rose d'or. J'ai aimé ça parce que quand j'avais à peu près 23, 24 ans, j'ai fait un rêve où on m'offrait une rose d'or. J'étais très jeune à l'époque. J'ai toujours été en cheminement spirituel, mais j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Et j'ai trouvé ça très beau dans ton livre. Alors, ça, c'est présenté par Richard Willem. Oui. Richard Alors, Willem qui avait été parle-moi-en. très imprégné par le Tao, il avait beaucoup travaillé sur l'alchimie chinoise. Carl Gustav Jung s'en est voilà, inspiré. J'ai repris ce passage-là, alors je tiens à le dire, j'ai pas eu, comment dire, j'ai pas lu ce livre-là, mais il est cité dans Les mystères de la femme d'Esther Harding. Et alors, pour revenir sur ce qu'est la rose d'or, je vais essayer d'en faire un rapide résumé. La rose, dans la tradition, symbolise l'âme et le cœur. Donc la rose, cette symbolique-là, que tu as pu avoir, une rose d'or, c'est la question finalement d'avoir une âme en or et d'avoir une belle âme. Et Oh, donc en fait, dans la rose d'or, Richard Willem va parler, de la réalité extérieure objective du monde de tous les jours et naturellement aussi évidemment du monde intérieur, de la psyché et de l'âme. Et ce sont 2 choses différentes. Et très souvent, les gens vont se perdre dans les apparences du monde, dans la maya, et ils vont s'imaginer que les seules choses qui importent dans la vie sont à l'extérieur d'eux, et c'est ça le piège et l'illusion principale de notre monde, hein. C'est oui, souvent qu'on dit qu'il ressemble un peu à une matrice, et en fait, il est important de savoir retirer notre conscience du monde objectif extérieur progressivement. Ça veut dire, on revient sur la méditation, ça veut dire retirer nos désirs,
nos attentes, tu sais, parce qu'on est toujours en train d'espérer un objet de convoitise extérieure, qu'il soit matériel ou immatériel, qu'importe. Eh bien, au fur et à mesure, savoir arrêter toute cette impétuosité, ces élans, ces envies, ça permet de faire silence, ça permet aussi de tourner l'intention à l'intérieur, et ça permet évidemment d'avoir une toute autre attitude, c'est-à-dire de se préoccuper d'un monde un peu plus secret, un peu plus magique. Évidemment que c'est quelque chose de pas évident, de pas facile à faire, mais au fur et à mesure, on va y arriver. Et dans un autre passage aussi d'une lecture de Jung, il me semble, il disait quelque chose de très beau. Il me semble que c'est les peuples primitifs de Papouasie-Nouvelle-Guinée, si je ne dis pas de bêtises, qui disaient qu'il y avait deux manières de vivre la fertilité et l'abondance. Avoir une descendance ou être spirituel, c'est-à-dire selon comment se répandait ce flot d'abondance, de fertilité. Et c'est très intéressant parce que, évidemment, que l'une n'exclut pas l'autre. On pourrait aussi dire que symboliquement, faire un enfant, c'est parce que toujours un enfant de chair et une descendance. Faire un enfant, c'est avoir un projet, une passion. Et un enfant, et on peut Création. aussi faire des enfants spirituels, hein. Par exemple, moi, je n'ai pas d'enfant biologique, mais j'ai deux enfants. C'est mes deux premiers livres et il y aura bientôt un troisième. Donc, c'est très intéressant parce qu'il ne faut pas Ouais. toujours prendre au pied de la lettre. Non, non. Et, et donc l'un exclut l'autre. Et là aussi, c'est intéressant parce que très souvent, quand on devient parent, et particulièrement les femmes, clairement, évidemment, parce que les femmes sont celles qui savent donner la vie et qui savent élever les enfants, voilà, parce que c'est dans leur fonction naturelle, elles savent en faire quelque chose de sacré. Eh bien, naturellement, elles vont se sacrifier et donner corps et âme à leur progéniture pour les élever. Ce temps-là va forcément mécaniquement, à un moment donné, leur manquer dans leur vie de femme spirituelle. Et c'est vrai que c'est toujours voilà, cette réalité qui s'impose à nous, même si évidemment on peut être mère ou père et aussi être spirituel, sauf que Ouais. on aura quand même toujours moins de temps et d'énergie pour s'y consacrer. Ouais, mais tu as raison parce que j'écoutais une maman qui disait à Eckhart Tolle comment elle pouvait demeurer zen avec ses enfants. Puis il lui expliquait qu'il fallait qu'elle accepte que quand même que c'était difficile, que ça reste que tu vois, moi, je suis une grand-mère. Quand je reçois mes petites filles ici, là, c'est mon plus grand cheminement spirituel parce qu'ils sont dans une énergie des fois qui est tellement débordante ou qui est bon, tu dis quelque chose, elles écoutent pas, tu répètes 10 fois. Tu as pas le choix d'être zen là-dedans, mais c'est vrai que ça tire une énergie incroyable. Alors, C'est aussi une cure de jouvence, hein. Tu sais, avoir des ouais, enfants, une ouais. descendance, et on le sait, hein, quand les enfants, les petits-enfants vont voir les parents, les grands-parents, c'est toujours voilà, une manière de continuer à entretenir la vitalité physique, mais aussi psychique, d'avoir toujours une curiosité, parce qu'on Mmh. le sait. Les enfants n'arrêtent pas de nous poser tout un tas de questions. Et c'est quoi si, et pourquoi ça, etc. Parce qu'un enfant est toujours notre miroir psychique. Il faut qu'on bien comprendre qu'entre un enfant et ses parents, il y a tout un tas de résonances inconscientes. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un enfant est toujours un espèce de maître spirituel, parce qu'il Mmh. va toujours mettre le doigt où ça fait mal, parce qu'il va toujours aller chercher les choses que nous, en tant qu'adultes, on a voulu oublier. Eh bien, lui, il va nous les ressortir et les mettre sur la table. Ouais. Ouais. Est-ce que cet enfant-là, parce que très jeunes, ils ont des corps de souffrance. Très jeunes, ils sont mais c'est un ego qui est pas, comment je pourrais dire? Qui est pas maîtrisé. C'est sûr, on peut pas leur demander ça. Donc, est-ce qu'ils tirent une énergie à cause de ça, tu penses? Par rapport au corps de souffrance, tu veux dire? Par rapport aux parents? Est-ce qu'ils tirent parce que moi, je le sens comme ça, là, c'est comme s'ils viennent tirer Mais l'énergie du parent. d'une certaine manière, évidemment que les enfants vont appuyer où ça fait mal au niveau de l'ego, où le bas blesse, et ils vont être des Ouais, fois c'est dans une ça. attitude un peu provocatrice. Ouais. Parce qu'inconsciemment, ils vont sentir la faille chez le parent et ils vont forcément dire ou faire la chose que le parent Oui, va forcément, bah, il va se retrouver, il va sortir de ses gonds, il va s'énerver parce que c'est le chose qui va l'insupporter le plus. ouais, c'est Donc oui, exactement il y a ça. forcément des résonances Ouais. entre les deux inconscients du parent et de l'enfant, mais Mmh. c'est très intéressant. Tu sais, moi je me souviens une mère qui disait que son enfant, il tournait sur lui-même comme une toupie et il disait: «Regarde maman, je suis comme les anneaux de Saturne». Mais ce gamin-là, je peux te garantir une chose, ce qu'il disait c'était très vrai et c'était sûrement une mémoire où il a
transiter sur Saturne, tu sais, dans la tradition, il est dit qu'après la mort, en fait, on va transiter par les Ah, différentes planètes pour pouvoir purger les différents karmas qu'on a accumulés et en fait recommencer une incarnation. Donc c'était oh, très intéressant parce que c'était des paroles de petits initiés. Et par exemple en Asie, il y a des enfants qui se rappellent de leurs mémoires antérieures. Par exemple, un pilote d'avion qui est décédé dans la Seconde oui, Guerre mondiale et qui oui, donne des noms, des dates qu'on peut vérifier qui oui, sont oui, oui. avérées. Mais Donc les pas enfants, juste ils en ont toujours en fait Asie, là. une plus Mmh. grande connexion à tout ça, hein. Ouais, ouais, mais écoute, pas juste en Asie parce que j'en ai vu des vidéos là, puis on dirait que je sais pas si le voile diminue, mais il y a de plus en plus d'enfants qui ont encore leur mémoire, mais c'est beau en quelque part parce qu'il y a une connexion. On sait qu'il y a une vie avant et tout ça. C'est Moi, j'arrête interpellant. là, parce qu'on parlerait longtemps. On a réussi 45 minutes, on va arrêter là, Didier, mais écoute, Merci Suzy. tellement agréable de parler avec toi. Merci à Alors, toi. bon, on va attendre ton troisième tome. On va jaser quand tu vas avoir sorti ton troisième tome. Et Comme puis, tu veux, on n'est pas obligé, hein, si tu souhaites un nouveau aussi court, parce qu'il y a tellement de belles choses à dire. Mais alors le troisième tome, ça sera pas le troisième tome, ça sera un livre sur la langue des oiseaux. ouais, Euh, ben, donc, écoute, euh, j'aime ça. Moi, je suis Ça va être quelque partante. chose et Ouais. bon, j'espère. Normalement, il devrait Mhm. sortir fin du premier trimestre. Il faut que j'arrive encore à avancer. J'ai bien avancé. Je suis en train de Parfait. voir avec une illustratrice là maintenant aussi pour commencer aussi à faire la couverture parce que ça sera quelque chose d'assez particulier. Donc, je me réjouis et je suis aussi très content, je t'avouerai, d'en voir le bout parce que c'est très désespérant et fatigant hein, Ah d'écrire. oui, hein? Ouais, ouais. C'est ça, je comprends. Alors, ben, Merci, Suzy. merci. Je vais remettre les mêmes liens, là, si les gens veulent te retrouver. Et Merci puis, beaucoup. ben, belle continuité, Didier. Merci d'avoir été là avec moi. Au revoir à tous. Merci d'avoir été là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter aux gens avant on termine? À dire aux gens? On en a dit Euh, beaucoup. alors, une dernière chose que je pourrais dire, en fait, simplement, c'est que on parlait de la volonté et la volonté de mieux se connaître, de s'améliorer, je pense que c'est effectivement une volonté qui, satisfera tout le monde. Nous, parce qu'on sera moins en train de souffrir par rapport à nos égos, nos petits moi et le Tout-Puissant, lui aussi, parce qu'on pourra se rapprocher de lui et on fera sa volonté, à savoir, à nouveau, travailler et œuvrer sur notre nature humaine imparfaite et avoir cette compréhension, cette curiosité, cet élan, je pense que ça vaut de l'or. Donc, on Ouais, parlait de la rose d'or, je te remercie. ouais. Aspirer à avoir, à adorer notre âme, à la bercer d'amour, eh ben, ça demande de retirer des voiles, de retirer des mémoires souffrantes et de travailler sur soi. Et c'est jamais simple parce que ça prend du temps, c'est laborieux, c'est une implication corps, âme et esprit, mais Ouais. pourtant ça vaut la peine et c'est tout l'or du monde, contrairement à ce qu'on peut penser en cherchant l'argent de manière éperdue à l'extérieur de nous-mêmes. Voilà ce que je Ouais. pouvais rajouter. Ben, merci pour ça. Je vais juste te dire que moi, en cheminement, j'ai pu réaliser que, en faisant juste cette observation-là, cette acceptation-là, tout autour de moi change. Les gens ont changé, mon lieu de vie a changé, mon travail a changé, j'ai une plus grande paix, un plus grand calme, tu vois? Alors, à l'extérieur, ça va se refléter de ce qui est l'intérieur. Fait que ce travail-là, il y a des cadeaux en arrière, C'est tu ça. vois? J'allais te dire, c'est parce que tu as changé à l'intérieur que ton extérieur change. C'est Là ça. aussi, dans les apparences du monde, la plupart du temps, les gens vont penser que Mmh. l'extérieur va changer et ça va comment dire, enfin, Aider à le changement va venir de l'intérieur. l'extérieur, mais c'est Oh, absolument faux. Ce oui, sont nos réalités intérieures qui conditionnent notre extérieur et on le voit très souvent, tu sais, dans les histoires des schémas répétitifs. Quand on a toujours ouais. les mêmes expériences qui reviennent, et ben quand ça s'arrête, ça veut dire qu'on a réussi à guérir de ça. Évidemment qu'on aura travaillé dessus, ça ne va pas venir tout seul. Donc, c'est toujours une espèce d'inversion caractéristique et bien sûr, il importe Mmh, d'arriver à se changer soi-même avant de vouloir changer le monde, changer notre mmh. petit monde pour changer le monde. Exact, exact. Merci beaucoup. On se reparle bientôt. Au revoir à tous.